Fréquence protestante, l'instantané politique, Khalil Bey. Auditeurs, auditrices, bonjour, heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Instantané politique consacré à la Journée internationale des droits de la femme. Nous avons le privilège d'être reçus par Annick Billon, sénatrice de la Vendée et présidente de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre hommes et femmes. Bonjour Madame la sénatrice. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Fréquence protestante. À mes côtés, Thomas Perroux. Bonjour Thomas. Bonjour à tous. Alors, avant d'entrer dans le fond de notre sujet, pouvez-vous nous présenter la délégation que vous présidez ici au Sénat ? Écoutez, depuis quelques années, déjà 5 ans, je préside la délégation aux droits des femmes du Sénat. C'est une délégation qui compte 36 membres, qui compte bien entendu des hommes et des femmes et qui s'empare des sujets de manière consensuelle en début de chaque session. Donc la différence entre une délégation et une commission, c'est que nous n'avons pas le même pouvoir législatif et nous avons toute liberté d'agir en dehors du calendrier des textes qui arrivent au Sénat. Donc bien entendu, s'il y a des textes qui concernent particulièrement nos domaines d'activité, nous nous en emparons, comme à l'époque le projet de loi de violences sexuelles et sexistes qui était porté par les ministres Marlène Schiappa et Nicole Belloubet, les gardes des Sceaux. Nous avions évidemment travaillé dessus pendant de nombreux mois, mais en début de chaque session, on décide des thématiques sur lesquelles nous allons travailler. Ça veut dire travailler pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, faire des auditions, faire un travail de fond, puis évidemment, à partir de constats, d'état des lieux, faire des propositions afin que nous puissions porter soit des amendements, soit des propositions de loi, ou comme hier, par exemple, une proposition de résolution. Très bien, on reviendra sur cette proposition de résolution dans la suite de l'interview, mais cette journée internationale des droits de la femme est célébrée cette année dans un contexte un peu particulier, dans un climat social un peu tendu, notamment marqué par la réforme des retraites, présentée comme une inégalité pour les femmes. Partagez-vous ce point de vue ? Écoutez, il y a des inégalités, elles existent en France, pour les femmes notamment. L'objectif, c'est de réduire les inégalités et d'arriver à une société égalitaire. Évidemment qu'il y a des inégalités au moment de la retraite, puisqu'il y a des inégalités dans le travail, dans les carrières. Et ces inégalités, on les retrouve parce qu'il y a du temps partiel subi, parce qu'il y a du temps haché, parce qu'il y a la maternité, parce qu'il y a les congés parentaux. Voilà, un certain nombre de difficultés qui font que les carrières des femmes sont moins, on va dire, rectilignes, et que aussi, il y a des écarts de salaire considérable. À poste égal, les femmes restent moins bien payées et occupent bien souvent des postes à moindre responsabilité. Donc les inégalités tout au long des carrières, on les retrouve forcément dans les retraites. Le président de la République, si je me souviens bien, avait dit lors de son premier mandat qu'il ferait de la cause de l'égalité entre les hommes et les femmes une des causes majeures de son quinquennat. Est-ce que, après un premier quinquennat et un début de second mandat, vous trouvez que c'est toujours une cause importante, qu'il l'a défendue comme il fallait la défendre et qu'il a fait assez, ou qu'il en fait assez, ou qu'il en fera assez ? Quel est votre jugement, en somme, sur cette situation ? Alors, moi, je suis arrivée au Sénat en 2014. En 2014, j'ai siégé déjà dans la délégation aux droits des femmes et j'ai pris la présidence de cette délégation en 2017. En 2017, les choses ont fondamentalement changé dans la manière d'aborder les sujets, et notamment l'égalité entre les hommes et les femmes, grâce à la grande cause du quinquennat. Donc ça a eu un effet positif. Il y a eu le MeToo, mais il y a aussi la déclaration de la grande cause du quinquennat. Il y a eu un certain nombre de lois. Nous avons voté un certain nombre de lois, un certain nombre de propositions de loi qui ont amélioré les dispositifs, mais on le voit bien statistiquement. À la fois, je parlais à l'instant de l'égalité salariale, à la fois sur les statistiques, hélas, qui ne sont pas des statistiques. Derrière chaque statistique, il y a des femmes, sur les violences faites aux femmes, sur les féminicides. Nous n'arrivons pas à enrayer ces violences. Donc, il faut se poser la question, à partir du moment où on vote des lois, quels moyens on se donne pour les faire appliquer ? Et aussi, sont-elles suffisantes ? Parce que faire de la grande cause du quinquennat l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est aussi se donner les moyens humains et financiers d'y arriver. Moi, je vais citer peut-être un exemple. L'Espagne, on ne peut pas dupliquer systématiquement ce qui se passe à l'étranger en France. Mais l'Espagne, lorsqu'ils avaient décidé d'avoir un projet de loi conséquent, une loi cadre sur la lutte contre les violences faites aux femmes, il y avait le volet financier qui l'accompagnait. Donc oui, c'est bien,
Oui, il y a eu de nombreux textes de votés. Oui, moi j'ai fait passer une proposition de loi qui est devenue loi majeure, notamment le seuil de non-consentement à 15 ans. Tous ces éléments, à la fois les bracelets anti-rapprochement, les téléphones grave danger, tous ces dispositifs ont été améliorés. Il y a eu de nombreux textes votés, mais maintenant il faut se donner les moyens de les appliquer sur le terrain, partout en France et dans les territoires ultramarins. Revenons un peu sur cette inégalité professionnelle. Dans un rapport rendu récemment, le Haut Conseil à l'égalité met en avant le risque d'accroissement des inégalités de violences faites aux femmes. Que pourrait engendrer le télétravail? Est-ce que la délégation compte se pencher sur cette question? Alors, c'est intéressant cette question parce que je siège également dans la délégation aux entreprises. Il y a eu un travail de mener au sein de cette délégation qui est présidée par Serge Babary sur les évolutions du travail et du télétravail. On l'a bien vu, le télétravail, ça peut être un outil intéressant. D'ailleurs, on a avancé sur ce télétravail de manière importante à cause ou grâce à la Covid-19. Après, il faut faire attention parce que si télétravailler, ça veut dire écarter du lieu de la décision, si c'est écarté dans les promotions, si c'est aussi télétravailler dans des espaces qui ne sont pas prévus pour, c'est-à-dire que pour bien télétravailler, il faut aussi avoir un espace dans son domicile, dans son logement qui est adapté. C'est aussi prendre en compte les contraintes de charge mentale. Si c'est télétravailler et assumer le suivi d'une vie de famille, le suivi des enfants parallèlement, c'est évidemment dégradation des conditions de travail. Donc attention à la mise en œuvre du télétravail pour la promotion des femmes, pour les conditions de travail de ces femmes en télétravail. Et puis attention aussi parce qu'on sait qu'il y a un gros problème de logement en France. Nous n'avons pas eu de politique de logement depuis un certain nombre d'années. Donc lorsqu'on télétravaille, ça veut dire qu'on télétravaille chez soi. Si déjà le logement est trop petit compte tenu de la famille, par exemple, c'est difficile. S'il faut aller travailler dans les toilettes, je caricature, mais c'était parfois le cas. Moi, j'ai eu du télétravail avec des équipes au moment du confinement. Eh bien, le seul endroit où les femmes ou les personnes qui souhaitaient travailler pouvaient être tranquilles, c'était la salle de bain ou les toilettes. Donc, attention à la mise en œuvre de ce télétravail. Il faut se donner les moyens. Il faut donner les moyens. Il y a peut-être des espaces de coworking, des manières différentes d'organiser le travail à l'extérieur de l'entreprise. Pour en revenir un peu à un cadre plus général, j'aimerais qu'on parle un peu de l'institution qu'est le Sénat et de la représentation des femmes en son sein. Je crois que c'est à peu près un tiers des sénatrices, des sénateurs et sénatrices qui sont des femmes. Est-ce que vous jugez que cette proportion elle est satisfaisante? Est-ce qu'il faut faire autre chose pour arriver à un équilibre? Peut-être établir des quotas de parité? Je sais que c'est assez souvent le cas. On met des quotas pour espérer que les femmes seront à parts égales avec les hommes et qu'ensuite la société changera. Ou alors vous jugez que la situation comme elle est plutôt va dans le bon sens? Alors, il faut savoir que pour l'égalité, pour la représentation identique ou équilibrée entre hommes et femmes, sans des contraintes, on n'y arrive pas. On l'a vu avec la loi Cobé-Zimmermann à l'époque dans les entreprises, avec leur présence dans les conseils d'administration, conseils de surveillance. On avait imposé un seuil de 40%. Le seuil a été dépassé. Nous sommes leaders en matière de représentation des femmes dans les grandes entreprises. Donc, sans quota, il n'y a pas d'évolution. Après, les quotas ne feront pas tout. C'est aussi un changement de modèle, un changement de société, et c'est aussi donner la possibilité aux femmes d'avoir des modèles pour qu'elles puissent se reconnaître et qu'elles puissent décider de s'orienter dans des carrières politiques, dans des carrières d'entreprise, et qu'elles ne se limitent pas, qu'il n'y ait pas ce plafond de verre qui fasse que elles se disent c'est pas pour moi. Si les femmes ont leur place partout, et ça se travaille dès le plus jeune âge, puisque statistiquement, on sait par exemple que dans une cour d'école, eh bien, il y a moins un tiers de l'espace qui est occupé par les petites filles, alors que tout l'espace d'une cour de récréation est occupé par les garçons. Donc déjà, la place des femmes dans l'espace public est un sujet. Un autre sujet majeur, c'est les violences sexistes et sexuelles. Le sexisme ne recule pas en France, au contraire, il perdure et ses manifestations les plus violentes s'aggravent selon le Haut Conseil à l'égalité. L'opinion semble être paradoxale sur ce sujet. Elle reconnaît, elle déplore ce phénomène,
Mais on a l'impression qu'il y a une certaine banalisation de... C'est vrai que le Haut Conseil a rendu un rapport récemment qui est assez alarmant, puisque lorsqu'on voit les statistiques, on s'aperçoit que notamment les jeunes n'ont pas conscience de ce qu'est réellement le sexisme et les inégalités. Donc, ce qui veut dire qu'on on doit éduquer à l'égalité. Et je suis persuadée que l'éducation à l'égalité, l'éducation comme l'éducation à la sexualité, à la vie affective qui sont dans la loi, doivent être une réalité dans tous les établissements scolaires. C'est-à-dire qu'on ne peut pas décréter une société égalitaire. Une société égalitaire, c'est une société dans laquelle on apprend dès le plus jeune âge aux enfants qu'ils ont, quel que soit leur sexe, leur place à l'identique dans la société. L'État n'est pas assez au rendez-vous dans sa politique de prévention. C'est surtout que je parlais à l'instant des cours d'éducation à la sexualité et à la vie affective. Ils sont dispensés qu'à hauteur de 10%. Or, ils figurent dans la loi. Il y a d'ailleurs un collectif de 3 associations qui vient de déposer plainte, je crois, contre cette non-application. Donc, ces cours, ils doivent être dispensés parce qu'ils sont inscrits dans la loi, 3 séances par an et par niveau. Et à partir du moment où on se posera la question, le contenu doit être aussi revu. C'est-à-dire que on parle de sexualité, mais on ne doit pas parler que de sexualité. On doit parler de respect de la dignité humaine, de respect de son corps. Et ça s'apprend même tout petit. Il y a un autre monde, j'ai envie de dire, une autre sphère qui est plus attaquée, c'est le domaine du numérique. Et dans votre dernier rapport, le porno dans l'enfer du décor, vous alertez le gouvernement et l'opinion publique sur l'ampleur de ce phénomène. Est-ce que vous pouvez revenir sur les grands enseignements de ce rapport, je pense? Alors, comme je vous le disais tout à l'heure dans mon propos liminaire, nous avons décidé à la rentrée précédente de session de travailler sur l'industrie de la pornographie. Nous avions imaginé au départ travailler sur la prostitution des jeunes, qui est un fléau, des mineurs, qui est un fléau considérable. La procureure Champ-Renaud avait fait un travail extrêmement fouillé et des propositions, donc nous avons évacué ce sujet. Au départ, nous avons imaginé travailler sur l'accès de la pornographie aux mineurs. On s'est très vite rendu compte que jamais aucune institution, aucun travail parlementaire n'avait été mené sur l'industrie de la pornographie. Et donc, nous avons décidé de prendre, avec mes collègues co-rapporteurs, le sujet de manière plus large en entendant toutes les parties prenantes. Pourquoi avoir fait ce travail ? Parce que la pornographie a beaucoup évolué. Elle a beaucoup évolué depuis les années 2000. Pourquoi ? Parce que à partir des années 2000, eh bien, il y a les chaînes tubes, ces plateformes, il y a les smartphones qui rendent la pornographie accessible 24 heures sur 24, sur un simple et gratuitement, sur un simple clic, vous accédez à des images à caractère sexuel, souvent très violentes. Donc c'est des millions de vidéos qui circulent, 19 millions de vues uniques en France par exemple. Un tiers des enfants de moins de 15 ans ont été exposés à des images pornographiques. Un tiers des enfants de moins de 12 ans, ont été exposés, et 2 sur 3, de moins de 15 ans. Donc on le voit, c'est un phénomène massif, et l'éducation à la sexualité est une réponse, l'éducation au numérique est une réponse, et le modèle économique aussi de l'industrie de la pornographie a changé à partir de ces années-là, puisqu'auparavant, la pornographie, c'était des films cryptés sur Canal+, c'était des vidéos, c'était des petites salles obscures avec un contrôle, forcément. Donc il y avait un caractère artistique, si je peux m'exprimer ainsi. À partir des années 2000, ce sont des financiers qui gèrent l'industrie de la pornographie et donc qui ne sont pas là en tant que spécialistes de la pornographie, mais qui sont là en tant que spécialistes de la finance, puisque ça génère des millions de clics et donc énormément de ressources. Donc on a balayé évidemment, essayé de dresser le tableau
de l'industrie de la pornographie, des principales vidéos qui circulent, avec à la fois tous les volets, l'accès des mineurs, bien entendu, mais pas seulement, et puis les victimes, parce que ce qu'il faut dire, c'est que dans la pornographie, une majorité des femmes qui tournent ces vidéos sont en situation de vulnérabilité et qu'il y a des processus de recrutement qui ont été démontrés dans ce rapport avec les auditions que nous avons menées, avec un viol de soumission et ensuite des pratiques extrêmement hard. Et ce qu'on a pu constater, c'est que comme il y a beaucoup de consommation de ces vidéos, plus vous consommez, plus vous avez besoin d'avoir des images violentes pour retrouver l'émotion première, on va dire. Et ce qui fait que pas d'éducation à la sexualité, une pornographie accessible tout le temps, qui devient une drogue, eh bien, on a biberonné des générations depuis les années 2000 à la pornographie. La pornographie a remplacé l'éducation à la sexualité. Nous nous sommes déplacés avec mes collègues rapporteurs dans des établissements scolaires où on se rend compte qu'il n'y a plus aucun barrage. Des jeunes adolescents, collégiens, se photographient, vendent leurs photos sur des réseaux sociaux sans que les parents aient aucun contrôle, sans qu'aucun contrôle parental n'ait pu freiner cela. Donc c'est vrai que ces jeunes n'ont plus aucun repère. Et ce que je voudrais dire, c'est que lorsqu'on parle de jeunes, mais l'impact n'est pas uniquement sur les jeunes. Ce que nous disait un psychologue, c'est lorsque un enfant est exposé à des images pornographiques, l'impact est plus important et plus violent qu'un enfant exposé à la guerre. Pourquoi ? Parce que lorsqu'un enfant vit une situation de guerre, il a ses parents qui tentent de le protéger. Lorsqu'il est exposé à des images pornographiques de manière volontaire ou involontaire, parce que parfois ça peut être aussi involontaire, eh bien l'enfant est seul, le mineur est seul. Et d'ailleurs, ce qui est très traumatisant pour lui, c'est qu'il imagine même que ses parents font la même chose. Donc pour lui, les rapports sexuels sont ceux qu'il voit dans la pornographie. On a eu ce témoignage d'une infirmière qui disait 2 adolescents qui étaient en couple, qui décident d'avoir des rapports sexuels. Le garçon n'a comme seul modèle, comme seul logiciel la pornographie, et donc je t'étrangle, je te tire les cheveux, je te double pénètre, et la jeune fille finit à l'infirmerie. Donc le sujet est grave. Il faut que les pouvoirs publics et les politiques publiques s'emparent du sujet, qu'on ait une prise de conscience collective du modèle qui est véhiculé, parce que c'est souvent les femmes qui sont extrêmement maltraitées. Il faut qu'on protège les mineurs, et donc il faut que l'accès qui, normalement, dans la loi, n'est pas possible pour les mineurs, soit une réalité. Il faut qu'on donne un droit à l'oubli pour les victimes, c'est-à-dire qu'une femme qui tourne une vidéo, elle va gagner 400 €. Lorsqu'elle demande de retirer une vidéo de plateforme, on lui demande 4 ou 5 000 €. Donc vous comprenez bien que dans le modèle économique, elle ne peut pas. Déjà, c'est souvent des femmes en situation de vulnérabilité. Et puis, il faut qu'on se donne les moyens, avec Pharos, avec l'ARCOM, avec tous les outils dont on dispose. Et ben, peut-être qu'il faut adapter ces outils. Il faut qu'on arrive à bloquer, à rendre difficile la pornographie qui véhicule ces images, parce que lorsqu'on regarde les rubriques, c'est quand même l'apologie du racisme, bien souvent, l'apologie de l'inceste, l'apologie de la pédocriminalité et l'apologie des violences faites aux femmes. Alors il y a 2 affaires en cours qui sont actuellement lancées, notamment l'affaire French Bukeke, avec de nombreuses parties civiles, de nombreuses mises en cause. Donc il faut que ces affaires arrivent au bout et que tout le monde prenne conscience de ce qu'est devenu la pornographie, parce qu'il ne s'agit pas pour la délégation de dire « nous allons interdire la pornographie », puisque c'est une économie à l'international. Par contre, il faut qu'on réussisse à bloquer tous ces contenus illicites, bien entendu, et nous ne sommes pas là, nous n'avons pas souhaité, avec les rapporteurs non plus, avoir une vision réglementariste, parce que c'est ce que nous avaient proposé les 2 gros faiseurs, Dorcel et Jackie et Michel, de dire nous avons des coordinateurs d'intimité sur le plateau. En fait, tout cela reste très cosmétique. On sait que les vidéos, elles sont tournées n'importe où,
en France et ailleurs, en Amérique du Nord et dans les pays de l'Est notamment, et dès qu'une législation surgit, les films se tournent ailleurs. Donc il s'agit bien entendu ni d'être réglementariste, puisque ce serait cosmétique, et se voiler la face, ni d'être abolitionniste, parce que ce serait impossible à mettre en œuvre. Vouloir interdire la guerre, c'est bien, je partage, mais réussir à le faire, c'est beaucoup plus compliqué. Donc il faut qu'on ait des propositions, et c'est le cas avec mes collègues rapporteurs Alexandra Borchio-Fontimp, Laurence Cohen et Laurence Rossignol, d'avoir des propositions pragmatiques pour rendre la vie difficile à cette industrie de la pornographie qui véhicule une image dégradée de la femme et qui contribue finalement à entretenir ce climat de violence envers les femmes. La résolution que vous évoquez tout à l'heure, qui a recueilli le record des signatures de la Ve République, a été adoptée hier au Sénat. Oui. Et par la suite, le ministre délégué en charge du numérique, Jean-Noël Barrot, a annoncé la mise en place d'un nouveau dispositif pour bloquer l'accès aux mineurs à ces sites-là. Est-ce que c'est une première victoire pour la délégation, ce sujet? Alors, lorsqu'on a rendu notre rapport, on s'est dit que d'abord, il fallait une prise de conscience collective pour pouvoir avancer, parce que la société, elle avance, et c'est pas uniquement un coup de loi. C'est-à-dire qu'il faut que la société prenne la mesure. Donc nous avons, avec les 3 autres rapporteurs, nous sommes partis avec notre rapport, frapper aux portes des ministères pour présenter les 23 recommandations que nous faisons. Donc oui, il y avait la proposition du dispositif proposé par la CNIL et la PEREN pour un double contrôle et un tiers de confiance. Eh bien, c'est une bonne chose. Il faut qu'on accélère, il faut qu'on arrive très très vite à l'application de la loi. J'aimerais revenir sur un des thèmes que vous avez évoqué plus tôt, c'est l'éducation. Est-ce que les différentes réformes du collège, du lycée, n'ont pas conduit à des déséquilibres dans l'accès ou l'égalité des chances, et notamment le retrait des filles dans les carrières scientifiques ? C'est un sujet qui a alimenté de nombreuses interventions au Sénat, que ce soit des questions d'actualité, des questions orales, des questions écrites. Évidemment, la réforme qui a été proposée et validée a eu des conséquences extrêmement négatives pour la présence des jeunes filles dans les filières scientifiques. Le tir, on essaye de le corriger, mais c'est évidemment un désastre pour l'implication des femmes dans les filières scientifiques. Donc, on doit tout mettre en œuvre pour orienter les femmes. C'était le travail qu'on avait mené d'ailleurs avec un rapport Femmes et Ruralité, en finir avec les inégalités dans les territoires, parce que il y a des solutions qui existent. Tout ne passera pas par la loi, mais c'est par exemple du mentorat, c'est par exemple la possibilité de pouvoir faire la première ou la deuxième année à proximité dans son département. Donc tout un tas de solutions. Et puis ne pas brider les jeunes filles, ne pas leur dire c'est pas pour elles. Oui, aujourd'hui, toutes les carrières sont possibles pour les jeunes filles, et c'est un souci d'orientation, parce que les parents ne connaissent pas forcément tout l'éventail des possibles, et on se doit de leur donner tout l'éventail des possibles et de ne pas uniquement les cantonner à des métiers du care. Une dernière question. Le mercredi 1er février 2023, le Sénat a adopté la proposition de loi constitutionnelle visant à protéger et à garantir le droit fondamental à l'interruption volontaire de grossesse, adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture. C'est la première fois que le Sénat prend une telle initiative. Est-ce qu'on peut dire que les derniers événements, notamment la décision aux États-Unis, a bousculé le Sénat dans ce choix? Ça a été un sujet difficile. Ça a été un sujet difficile pour le Sénat. Pour ma part, je pense que le droit à l'interruption volontaire de grossesse, c'est un droit fondamental qui a été acquis avec difficulté avec le combat de Simone Veil, qu'on se doit de faire le maximum pour le protéger. Mais ce que je voudrais dire aussi, une fois qu'on a inscrit ou qu'on pourrait inscrire le droit à l'IVG dans la Constitution, donc on arriverait à le préserver un peu plus que dans une loi, on n'aura pas fini le combat pour l'accès à l'IVG, parce qu'il est question aussi d'accès. C'est bien de dire qu'on va constitutionnaliser l'IVG, mais il faut qu'on puisse aussi le mettre en application, c'est-à-dire un accès partout pour toutes les femmes à l'IVG, à l'interruption volontaire de grossesse, et que ce soit une réalité, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Merci Annick Billon. Je rappelle que vous êtes sénatrice de la Vendée et présidente de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre hommes et femmes. Merci à vous. Merci Thomas. Merci. Merci à vous auditeurs, auditrices, et à très bientôt.